Quand je vais, disons, attaquer ou parler d'un sujet, je fais très attention à ma cible. Donc, si ma cible, je prends beaucoup de temps à réfléchir sur quoi je tape, en fait. Et à bien me renseigner pour le faire avec le plus de justesse possible, disons. Comment faire moi, je pense que ça part avant tout de bien connaître ce dont on va parler. Ça demande beaucoup de curiosité. Vous êtes en train d'écouter une discussion du Le Cozy Lab, le format et le podcast où on discute avec le public et des invités incroyables sur une thématique donnée dans un cadre cosy et sympathique. Cette discussion a été organisée lors du Festival des médias indépendants organisé par le Grand Contrôle en avril 2026. Bonne écoute et abonnez-vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'espace de l'avion du Le Cozy Lab. Vous êtes à bord de l'avion Le Cozy Lab du Grand Contrôle pour le Festival des médias indépendants organisé par le Grand Contrôle, la première édition. Et donc je suis ravi de vous avoir ici dans cet habitacle de l'avion de Cozy où on va discuter tous ensemble sur la thématique suivante, comment faire pour rire de tout. Et j'ai bien dit discuter tous ensemble parce que c'est le Cozy Lab, c'est le but de papoter tous ensemble sur le sujet. Il y a 3 belles personnes qui sont là, qui sont les intervenants, qui vont se présenter chacun à leur tour et ils vont dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Et je vais venir vers vous. Vous pouvez venir vous installer ici. N'ayez pas peur. Et je vais aller venir aussi vers vous pour vous tendre le micro pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous intéresse dans la discussion. Et après, je vais poser une première question. Et après, ce sera à vous de prendre la discussion en main. Il n'y a pas de questions bêtes. S'il y a des questions bêtes, c'est moi qui les pose. Et il n'y a pas de remarques bêtes. S'il y a des remarques bêtes, dans tous les cas, c'est moi qui ferai le pitre à votre place. Donc, feel free de dire n'importe quoi. Dans tous les cas, je ferai pire que vous. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Ah oui, j'ai un autre objectif, c'est que après ce que je viens de dire là, et la première question, que je n'ai plus rien à faire. Donc, le but est que je remporte cet objectif, que je n'ai plus rien à faire, juste à vous filer le micro. Est-ce que ça vous va déjà ? Très bien. Est-ce que ça vous va aussi ? Eh bien, on va commencer par les présentations. Présente-toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Veronica Gennari. Je suis journaliste. Je suis italienne, comme vous pouvez entendre de mon accent. Du coup, vous allez m'excuser si j'ai fait des petites fautes. Et je suis journaliste et je travaille notamment avec un nouveau média qui s'appelle Narval. Et un tout nouveau média, ça fait quelques mois qu'il est lancé. Et la particularité de Narval, c'est qu'il essaye de mettre l'humour dans la presse. Du coup, il y a une partie enquête, il y a une partie vidéo où vous pouvez me trouver, et il y a une partie dessin de presse. On essaie de se réapproprier du dessin de presse. Ça pour vous dire quelques mots sur moi et sur Narval. Okay. Bonjour. Vous m'entendez là ? Ouais. Non, il marche pas. Ah. Okay. Formidable. Oui, bonjour. Hey. Et là, il y a ma peinte. Donc moi, je suis Livio Bernardo. Je mets ça là. Je suis Livio Bernardo, je suis graphiste et auteur de BD. Et je fais pas mal de posts sur Insta, notamment sur les comportements sociaux et sur les Parisiens en général, enfin surtout les comportements sociaux. Voilà, donc un peu de politique, BD politique humoristique, on va dire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur moi. À toi ? J'utilise lui alors. Oh, décibel. Salut. Moi, c'est le roi Borgne. Je suis humoriste. Je fais un spectacle tous les jeudis à la Nouvelle Scène. Vous êtes la bienvenue. Une petite promo. Okay. Ça s'appelle La vie ou la mort. Je pose une question qui est pourquoi devrions-nous préserver la vie ? Et je fais des chroniques aussi à Radio Nova où c'est des chansons humoristiques et voilà, et des sketchs aussi d'humour où j'incarne des personnages qui parlent de sujets plus ou moins sociétaux. C'est ça la terminaison, sociétaux. Et voilà, et un être humain de planète Terre. Merci, effectivement. J'ai peut-être trop augmenté le... Oui, exactement, t'es un être humain. Je vais venir vers vous pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Je regarde juste si j'ai acheté 2 fils et je vais aller en random. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Audrey. Moi, je suis étudiante en journalisme scientifique. Voilà. Et toi, je te connais ? Je t'ai déjà vu en spectacle, donc c'est vraiment chouette. Hein, j'ai fait la promotion aussi. Voilà. Et qu'est-ce que tu attends de la discussion ? Je suis vraiment venue par hasard. Je ne savais même pas
la thématique avant que tu présentes. Parce que j'ai 2 amis ici, donc je sais pas. Enfin, on verra, voilà. Merci. Je vais aller. Non, je vais pas venir vers vous. Je vais aller ici. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Aurore. Je suis data analyst et globalement, j'aime bien écouter différentes sortes d'analyses, moi aussi faire des analyses. Après des années de salarié, j'en ai eu marre et maintenant, je suis à mon compte. Donc voilà, c'est très chouette de travailler pour soi aussi. Et la discussion m'intéresse parce que je trouve que oui, c'est important aussi pour soi de savoir rire de tout, mais où la limite s'arrête quand on fait mal à quelqu'un en fait. Est-ce qu'on lui fait vraiment mal? Je suis curieuse aussi d'entendre différents avis dans l'audience. Voilà. Très bien. Ça fait déjà une première question. Et je vais aller de ce côté. Bonsoir, Antoine, je travaille sur un projet de production d'émissions talk-show caritatif et ça m'intéresse. Je suis très consommateur de contenu sur des plateformes comme YouTube et Twitch et j'analyse un peu tout cet univers-là. Merci. Je vais faire une dernière personne. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Alexis. Je travaille à la FNAC et à côté de ça, je fais du théâtre et de l'impro avec Flavien. Merci. Et oui, je regarde beaucoup de contenu humoristique. J'adore les spectacles, les trucs comme ça, les humoristes et tout. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette question qui revient. Peut-on rire de tout? Il n'y a pas de réponse, j'ai l'impression. Enfin, est-ce qu'on va en trouver une? C'est assez touchy, mais je suis très curieux, effectivement, de débattre de ça et avec vous et tous. Voilà. Merci. Je vais commencer par une première question et rappeler le sujet qui est comment faire pour rire de tout, qui est différent de peut-on rire de tout. Parce que peut-on, ça a aimé que on peut pas. Alors le comment faire, aimer que c'est possible. Du coup, j'ai posé une première question. Comment déjà vous prenez l'humour et comment vous travaillez l'humour? Et après, ça va aussi un peu découler sur le reste. Voilà. C'est quoi l'humour pour vous? Allez, c'est plus ouvert. C'est quoi l'humour pour vous? Vous avez 3 heures. Ah oui, pardon. Si vous voulez poser des questions ou avoir des remarques et tout, vous levez la main et puis j'arrive. Et même sans lever la main, souvent, je vois dans les regards aussi, mais levez la main quand même. Alors, moi, je dirais que l'humour pour moi, c'est très banal, c'est rire. C'est quand je ris, c'est de l'humour. Personnellement, j'aime bien quand je ris et je réfléchis en même temps. Parce que, voilà, sinon c'est tout simplement une blague, ce qui est super. Mais c'est pas l'humour. Pour moi, l'humour, c'est quelque chose de plus. Du coup, ça commence par une blague, mais après, si c'est bien fait, et après, bon, on va en discuter, je pense, mais l'humour bien fait, pour moi, ça développe une réflexion à un concept. En fait, je vais, par exemple, voir un spectacle d'humour. Et pour moi, quand c'est bien fait, c'est que je sors de là et oui, je suis contente parce que j'ai bien rigolé. Mais il y a aussi des choses qui marchent, qui travaillent ici dans la tête, des questions nouvelles que je me pose ou des questions auxquelles j'ai eu une réponse. Je dirais que ça, pour moi, c'est l'humour. Est-ce que quand tu es venu voir mon spectacle, ça t'a fait réfléchir? Yes. Allez voir mon spectacle. J'aime bien. J'aime bien ta remarque. Ouais, grave. Moi, je ferais une distinction aussi entre l'humour qu'on peut dire public, on va dire l'humour qui occupe une place médiatique, quelle qu'elle soit, dès lors que tu prends la parole pour faire des blagues avec des gens que tu connais pas, et l'humour dans le cadre privé où c'est très différent, où ça va jaillir, où tu improvises et tout. Moi, déjà, je ferais cette distinction. Qu'est-ce que c'est l'humour? Je sais pas. C'est une manière de répondre à l'absurdité de la vie dans un sens. C'est un peu magique, quoi. Un décalage, je sais pas. Ouais, moi en fait, déjà je suis moins drôle qu'avant. Ouais, c'est vrai. Mais j'adore les fils, ça me rappelle les émissions de mon enfance. Non, déjà moi je suis moins drôle qu'avant parce que je fais j'aborde des sujets plus sérieux, on va dire. Alors j'essaie de mettre un peu d'humour, mais c'est vrai que en fait j'ai l'impression que plus justement tu veux parler des vrais sujets, moins tu dois être drôle. J'ai l'impression. Donc l'humour, c'est après, quand tu parles d'humour, est-ce que tu parles pour ce qu'on fait ou est-ce que tu parles pour en général, tu vois, pour nous en tant qu'être? D'accord. Du coup, je pense que moi, l'humour, c'est justement là où c'est assez intelligent pour éviter de gêner en fait. Voilà. Moi, c'est très important de ne pas gêner ou moi ou quelqu'un dans l'assemblée. Et du coup, je pense que l'humour, c'est l'intelligence. Voilà. Mon meilleur exemple là comme ça, c'est Nakash Toledano. C'est des gens qui arrivent à faire pour le coup rire tout le monde sur des sujets parfois très deep. Et voilà, pour moi, c'est ça. C'est l'excellence, c'est ça. Vous allez finir avec ce micro-là. Mais ça vous est déjà arrivé de gêner des gens ou qu'il y ait des gens qui vous, du coup, contactent après
en vous disant ah bah quand t'as fait telle blague ou quand t'as dit tel truc ça m'a pas plu? Si oui, quelle a été votre réaction? Est-ce que Ok, j'arrive. Oui, bien sûr, c'est arrivé d'avoir des commentaires négatifs, on va dire. En fait, moi, je fais quand je vais, en disons, attaquer ou parler d'un sujet, je fais très attention à ma cible. Donc, si ma cible, je prends beaucoup de temps à réfléchir sur quoi je tape, en fait, et à bien me renseigner pour le faire avec le plus de justesse possible, disons. Comment faire Moi, je pense que ça part avant tout de bien connaître ce dont on va parler. Ça demande beaucoup de curiosité. Et même pour des sujets qui sont exécrables en soi. Mais tu vois, de bien aller. Je sais pas, par exemple, j'ai fait une chronique sur les empires immobiliers. Bon, bah, je suis allé voir des podcasts d'entrepreneurs qui t'expliquent comment construire un empire immobilier, tu vois. Et j'essaie d'écouter avec une oreille ouverte en mode, qu'est-ce que c'est quoi? Et puis après, évidemment, écouter l'opposé et tout. Enfin bref, juste se renseigner. Mais pour revenir sur ça, donc quand j'ai un commentaire négatif qui est la cible en question, bon, bah, c'est le jeu, ça dépend du recul qu'il a sur ce que j'attaque. Mais ça m'affecte pas trop. Ça peut me faire rire même. Il y a des commentaires négatifs qui ont du goût. Ça me gêne plus quand il y a un truc que j'ai pas vu. Il y a une chronique comme ça que j'ai fait sur Dieu. Tu vois, sujet touchy. Mais je l'ai fait. Mais je voulais attaquer l'instrumentalisation de la religion, surtout pas la spiritualité. C'est important pour moi et je trouve, enfin, pour moi, c'est pas intéressant du tout d'attaquer ça. Au contraire, je veux l'encourager. Mais donc, c'était sur ça, tu vois. Et ça, en fait, ça a été bien compris, même par les gens religieux, on va dire. J'ai eu des commentaires de croyants qui comprenaient la cible et donc qui étaient en mode trop bien, merci même d'en parler et tout, trop cool. Bien sûr, tu avais tu vois, des religieux un peu trop sensibles qui étaient en mode oh péché, tu vois, mais la plupart ça allait. Enfin, franchement, la grande majorité. Mais j'ai eu des commentaires, à un moment je faisais une blague où en fait je l'ai pas assez bien écrite et du coup il y avait un truc un peu psychophobe dans un sens où je parlais, bref, tous les dictateurs à la Netanyahou, tous les mollahs en Iran et tout, je disais qu'il fallait les mettre dans un asile et que ce serait bien de les mettre en camisole et tout. Et en fait, c'était pas écrit avec beaucoup de justesse et j'ai eu un retour en mode, bah, en fait, c'est pas très drôle de dire juste en camisole, machin. Et j'ai trouvé ça assez juste. Je me suis dit, bah ouais, j'aurais dû être plus fin sur mon écriture. Il y avait plein de manières de décrier leur comportement. Et ça, c'était pas la meilleure. Donc voilà, ça m'a, tu vois, je vais, ah ouais, c'est malin. Donc je peux affiner, je vais toujours, je vais essayer de lire un peu, voir ce que je trouve pertinent. Voilà, j'ai fini mon tunnel. Celui-là, c'est bien. Bah, moi aussi, j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs, mais depuis que je suis journaliste, je pense qu'il faut commencer le travail, au moins le mien, mais je pense que ça s'applique aussi à mes collègues ici, en pensant que dès que tu vas t'exposer sur les réseaux, à la télévision, sur YouTube, partout, tu vas avoir des commentaires négatifs. Malheureusement, parce que certains commentaires sont méchants. Les commentaires méchants, j'avoue, ma technique, c'est de ne pas les écouter. Je me dis, c'est méchant, ça sert à rien, c'est contre moi, parfois c'est contre comment je suis habillée, même pas comme de ce que je parle. Par contre, il y a des commentaires aussi qui sont négatifs, mais ils sont, je vais dire intelligents, constructifs. Voilà, c'est le mot, constructif. Et là, je les écoute et c'est vrai que c'est toujours bien. Moi, personnellement, j'adore avoir un feedback où je me dis, ah, c'est vrai, ça, j'avais pas pensé. Ces sujets, j'aurais pu l'aborder de cet angle-là. Après, moi, j'ai un autre problème dans mon travail qui c'est un peu la mission qu'on se donne avec Narval. On est des journalistes et on essaie de parler des sujets d'actualité qui souvent sont pas très drôles, de façon marrante. Du coup, comment le faire? Parce que moi, par exemple, à Narval, je traite beaucoup de migration. Vous êtes d'accord avec moi, c'est pas un sujet super drôle. Voilà. Et du coup, on essaye de trouver un angle. Moi, j'espère l'avoir trouvé avec mes collègues de Narval. On essaie de trouver l'angle qui rend un sujet drôle et du coup accessible à tous, tout en respectant, dans le cas des migrations, le fait qu'il y a des gens qui meurent dans les schémas migratoires, par exemple. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué et en étant compliqué, évidemment, tu as des feedbacks qui sont aussi négatifs, mais s'ils sont constructifs, pour moi, sont les bienvenus. Si c'est méchant pour être méchant, j'avoue, je lis même pas. Parce que tu parles de commentaires. Ouais. Bah, du coup, c'est les réseaux, en fait. On parle des réseaux. Ouais, ça peut être quand vous sortez de spectacle et qu'il y a des gens qui viennent vous parler. Enfin, c'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Ouais, je sais pas, mais moi, c'est principalement sur les réseaux. Parce que ces commentaires, je les vois directement. Et quand ça défile beaucoup, c'est que justement, tu as touché un vrai sujet. Tu vois, quand tu commences à voir, moi, quand je commence à voir les fachos
arriver un peu de loin, tu vois. Et puis finalement, arriver en masse, il y a vraiment un truc d'algo, hein. Bah, tu sais que tu as touché. Et ça peut être un sujet très souvent qui n'est pas du tout, pour toi, c'est un sujet de merde. Alors, soit un sujet de merde, pas très important, soit un sujet où tu as l'impression que tout le monde est d'accord avec toi, tu vois. Donc tu dis, je vais pas prendre de risque avec ça. Et en fait, tu te rends compte que, comme tu disais pour le truc de la camisole, il y a des angles que tu ne vois pas. Nous, en tant qu'homme blanc, toi, tu es une femme, en plus sur les réseaux, ce qui est encore pire. Du coup, nous, en tant qu'homme blanc, il y a des angles qu'on n'a pas. Et il est intéressant d'avoir des commentaires pour te rappeler qu'il y a des choses que tu ne vois pas en tant qu'homme blanc. Et c'est ça qui est intéressant sur les réseaux. C'est des personnes qui vont pas arriver en te disant t'es une merde, t'as pas vu ça. C'est des personnes qui vont arriver en disant par contre t'as pas vu ça. Ça c'est intéressant. Donc moi jamais je me dis ah bah j'ai raté tu vois. Enfin la personne n'a pas à être là et à me dire quoi que ce soit parce que c'est mon art, genre tu vois. Non au contraire je reçois, ça dépend comment c'est. C'est pour ça que je précise parce que le commentaire dont tu parles en fait pour moi il n'est pas autre que sur les réseaux. Les sorties de spectacle je sais pas comment. Bah, c'est extraordinaire souvent. En vrai, les gens qui viennent te voir, en tout cas au stade où j'en suis, c'est surtout des gens qui ont envie de me voir, quoi. Donc, non, ça, en vrai, un spectacle, c'est cool. Peut-être en comedy club, ça peut être différent parce que c'est plus un peu random les gens qui peuvent te tomber dessus. Mais bon, c'est quand même rare dans la vraie vie que quelqu'un vienne te voir et dise nul. Mais ouais. Après, sur les commentaires négatifs, moi, juste négatif pour être négatif. Quand c'est drôle, ça va. Pour moi, ça excuse un peu le truc. Parfois, ils sont marrants. Ils ont un sens de la formule. Mais bien sûr, il faut prendre de la distance avec. Mais pour moi, c'est ça. C'est si la cible, j'ai touché une cible que je voulais pas toucher, là, je m'en veux. Je me dis, bah, j'ai un défaut dans mon écriture. Enfin, ça dépend, tu vois. Après, c'est aussi un rapport à ta propre sensibilité. Et il y a peut-être des dégâts collatéraux où toi, tu peux te dire, OK, là, j'estime qu'ils abusent. C'est leur opinion. Je la partage pas. Désolé. Tu vois, un peu ce truc. Mais bien sûr, le but, c'est d'essayer de faire d'être le plus précis dans mon attaque, en tout cas. Oui, bah, du coup, par rapport à ce que vous étiez en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de vous fourvoyer un peu? C'est-à-dire qu'à force de peut-être trop lisser vos textes pour éviter d'heurter la sensibilité des uns et des autres, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de devenir complètement fade et inintéressant? Je vous ai jamais écouté en spectacle, hein. Peut-être que vous êtes très intéressant, mais enfin bon. Putain, il me laisse le commentaire négatif. Ouais, alors justement, c'est ça le truc, c'est que en fait, fade pour qui? Lisse pour qui? Si tu fais marrer des gens que tu touches en continuant à faire des trucs, en évitant de faire de l'humour de ton daron, très souvent est soit raciste, soit misogyne, enfin. En fait, il y a plein de gens qui font de l'humour sans être raciste, sans être misogyne, sans être plein de trucs et qui sont très forts. Et leurs textes sont, tu vois, genre Loutre-Tignon, là, par exemple, tu vois. C'est un exemple, mais il y en a plein. Et il y a des gens qui sont capables de faire rire en évitant l'humour de ton daron. Donc en fait, non, la question, c'est pas tu dois lisser ton texte. La question, c'est tu dois prendre en compte une réalité qui n'est pas la même qu'avant et qui demande un autre travail. Voilà. Et en fait, finalement, plus de travail qu'avant. Les humoristes d'avant, ils n'étaient pas mauvais. Ils avaient juste moins de taf à faire que nous. Enfin, moi, je suis pas humoriste, mais tu vois, les gens qui veulent faire de l'humour, ils ont plus de travail qu'avant parce qu'il y a des consciences qui n'étaient pas, voilà, qui n'existaient pas, enfin, qu'on n'entendait pas en fait. Il y a des voix qu'on n'entendait pas avant. À partir de là, moi, je pense que non, tu lises pas. Tu dois juste faire plus preuve d'intelligence et de travail. On va dire que pour moi, la phrase vraiment de on peut rire de rien, on peut plus rire, c'est absurde. On a la chance d'être dans un pays, même moi en Italie, j'ai encore la possibilité de parler. Alors, on peut discuter des différences. On a la chance encore de pouvoir parler de tout. Moi, personnellement, je lis rien du tout. Évidemment, je fais gaffe à ce que je dis. Ça veut dire que en fait, pour moi, c'est vraiment un petit peu chercher d'attaquer là où il y a un problème. Du coup, je reprends l'exemple de la migration. À Narval, on essaye d'attaquer la personne qui cause le problème. Ça peut être l'Union européenne, la France, l'Italie, parce que c'est un des premiers pays d'accueil. Je ne vais pas attaquer les personnes migrantes parce que c'est les victimes dans ce système. Du coup, je ne trouve pas, moi personnellement, après si vous avez un avis différent, mais moi personnellement, je ne trouve pas intéressant d'attaquer la victime de quoi que ce soit vraiment le cadre. Et une fois que j'ai fait ça, je lis rien, je laisse. Et après, j'ai des gens du coup qui me posent des commentaires méchants, plus ou moins drôles. Moi, je dirais, je pense pas que tu dois nécessairement. Enfin, je pense pas que ça me rend moins piquant. À mon avis, je peux encore blaguer sur plein de sujets. Ça dépend de la connaissance, en fait. Tu vois, je pense que tu peux faire des blagues sur les trans, sur les personnes trans, sur les homos, toute la communauté LGBTQIA+, tout ça, mais à quel point tu connais, tu vois, parce que c'est ça qui va faire la grosse distinction que je pense souvent sur les blagues. Lou, il est trop fort parce que justement, il arrive à faire des blagues aussi sur sa propre communauté et tout. Alors évidemment, ce qu'il incarne, ça fait qu'il peut en parler plus facilement, mais pas forcément. Moi, je reste persuadé que
si tu montres que tu t'es rendu très curieux de quelque chose, ça va transparaître dans la manière dont on parle. Et souvent, les gens, ils aiment bien rigoler d'eux-mêmes, tous ici, enfin un peu plus ou moins, mais j'imagine qu'on a tous un petit bout d'autodérision et ça fait du bien quand on nous envoie un petit tarif. Quand tu sens que, je sais pas, il y a une approche où tu sens que c'est fait avec amour, en fait, selon l'angle que tu vas aborder, je pense. Mais évidemment, plus le sujet est touchy, plus les angles doivent être exigeants. Mais ça, je pense que c'est bien. Et je pense qu'une distinction avec avant, c'est que vis-à-vis de tout un tas de communautés, il y avait des angles où en fait, il y a rien de marrant si tu fais partie de cette communauté, tu vois. Moi, si je fais des blagues sur une communauté, j'ai envie de l'inclure dans la blague, dans un sens. C'est pour ça que je parlais d'intelligence. Ça demande de la pertinence et de l'intelligence et du travail pour que, effectivement, mais si t'es pas concerné, en gros, ce que tu dis, si t'es pas concerné, c'est si ta vanne concerne des personnes que tu n'es pas. Il faut que tu sois fort. Et qu'est-ce que tu attaques aussi? En fait, c'est toujours ça, tu vois. Je pense qu'il y a plein de trucs d'absurdité dans la vie et un peu de bêtises ou de choses qui sont finalement très humaines, qui font partie de toutes les communautés du monde, tu vois. Moi, mon père est libanais, je pourrais faire plein de blagues sur ça. Ok. Ouais, écoute, salam, mon ami. Et tu vois, il y a plein de blagues. Et c'est de quoi? Qu'est-ce que tu vas critiquer dans les communautés? On a tous des défauts dont on peut rire. Je pense que qu'est-ce que tu critiques de la communauté? Si par exemple, tu te moques d'un homosexuel parce qu'il est attiré dans le cas d'un homme par un autre homme, mais il n'y a absolument rien de drôle. Mais si tu te moques de, je sais pas, un certain comportement très spécifique. Enfin, tu vois, par exemple, je pense à Noam Sinso, par exemple, parfois il fait des blagues sur Grindr et tout, que je trouve drôle parce qu'en fait, tu vois qu'il connaît le sujet et tout. Et enfin, je sais pas, et tu vois, c'est fin, quoi. Ça parle d'un truc, je sais pas, j'arrive pas bien à expliquer, mais en gros, ça tape jamais sur l'essence du truc. Ça parle sur des défauts qui sont liés à l'être humain généralement, mais liés aux problématiques d'une communauté plutôt. Pardon, je monopolise la parole. Mais du coup, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous vous sentez plus légitime à rire que d'autres, même si c'est des sujets sur lesquels vous êtes renseigné, il y a quand même des sujets sur lesquels vous revenez un peu plus souvent que d'autres? Oui, moi personnellement, mais ça c'est dans mon travail vraiment 360 degrés, que ce soit plus ou moins drôle l'approche que j'ai. Soit ça me concerne directement, à la base je connais mieux le sujet, soit c'est un sujet sur lequel je travaille, parce que sinon, je reviens un peu à ce qu'on disait avant, j'ai risque, moi personnellement, de rentrer dans les clichés, de rentrer dans l'humour de daron il y a 30, 40 ans, 50 ans. Et je trouve pas ça drôle. Du coup, pour moi, la connaissance et la déconstruction, c'est le mot qu'on peut utiliser, et la déconstruction, c'est un peu à la base de tout. Après, tu décides de comment toucher le sujet, de quel angle. Moi, personnellement, j'aime beaucoup aussi les collègues qui suivent vraiment l'angle des stéréotypes. Ils suivent l'angle des stéréotypes et du coup, à un moment, tu regardes et tu te dis, je suis arrivé à quel truc? Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Et après, d'un coup, ils changent et ils ont un angle vraiment opposé. Et ça, je trouve très intéressant. Mais il y a eu toute une réflexion derrière, vraiment des analyses, des études sur le sujet. Moi, personnellement, je trouve que ça, c'est la base. Après, chacun choisit aussi sur la base de sa sensibilité. Il y a des sujets qui intéressent plus une personne qu'une autre, mais ça, je pense que c'est normal, c'est dans tous les travails. Du coup, ouais, il y a des sujets que tu apprécies forcément, mais après, il y a des sujets qui sont que tu as peut-être trop exploités, qui sont toujours chers, mais en fait, j'ai l'impression, voilà, pour répondre, parce que je réfléchis en même temps que je te. Mais en fait, il y a des sujets qui, moi, me sont chers et que plus je les exploitais, plus j'ai envie d'aller vraiment le plus loin possible. Et justement, je me confronte du coup, enfin, j'entends ce que tu dis, mais moi, je suis quand même plus limité au fait que je me sente pas légitime de pouvoir partir sur ces sujets-là parce que par exemple l'antiracisme, tu vois, je suis blanc ou d'autres trucs, enfin il y a vraiment justement à un moment c'était le statut des personnes trans que je trouvais vraiment compliqué machin, donc il y a des trucs qui me touchaient moi mais qui me concernaient pas personnellement et du coup je me sentais à un moment donné justement un peu pas white savior, tu vois, mais mec blanc qui parle à la place d'autres personnes et j'ai jamais réussi à savoir quel est le dosage il se trouve que les sujets qui me touchent le plus sont des sujets qui touchent le plus des personnes que je ne suis pas. Il y a plein de trucs que je partage là. Moi, je pense que mon baromètre, c'est aussi à quel point j'ai l'impression d'avoir un truc intéressant à dire dessus. Il y a plein de sujets où en fait, j'ai rien d'intéressant à partager moi, tu vois, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont le faire infiniment fois mieux. Donc, c'est juste ça. Parfois, j'ai l'orgueil de me dire, ouais, là, je crois que
je crois qu'on a besoin de m'entendre. Tu vois. Parfois, c'est un peu comme ça que je jauge, quoi. Mais j'essaie d'être exigeant. Par contre, si je vais dire un truc, j'essaie de me donner tous les moyens pour le rendre pertinent. Et, je pense aussi que je me attache un peu à ce que disait Lou, c'est que pour moi, si le sujet que je choisis, ça me concerne pas directement, dans la partie que je disais avant d'études, d'analyse et tout ça, il doit y avoir un long moment et un moment très deep des rencontres avec des personnes qui sont concernées. Ça doit passer. Du coup, moi, par exemple, je reprends le sujet de la migration pour faire un exemple, parce que oui, je suis une personne migrante, si on veut, dans le sens que je ne suis pas originaire de France, mais c'est évident que je n'ai pas partagé tous les problèmes qui partagent des personnes qui viennent de pays d'Afrique et qui doivent faire la traversée de la Méditerranée, par exemple. Du coup, pour être consciente au moins de ce que je dis pas que je suis légitime, ça c'est au public de décider, mais je me suis pas sentie légitime ou intéressante dans ce que j'ai dit peut-être avant d'être partie vraiment aux frontières, d'avoir fait des longs moments sur les bateaux, sur les navires en Méditerranée, d'avoir rencontré plein de monde, d'avoir vu des personnes qui ont fait la traversée, qui ont échoué la traversée, des personnes en France, des personnes en Espagne, des personnes en Italie. Voilà, du coup, je pense vraiment qu'on n'est pas obligé à parler que des choses qui nous concernent, mais si on parle des choses qui ne nous concernent pas, il faut qu'on ne reste pas dans notre studio, dans notre bureau comme ça sur Internet, genre, je vais parler de ça, mais qu'on part vraiment à la rencontre de l'autre. Pour moi, ça, c'est la base. Moi, je voulais m'adresser à monsieur. J'ai cru comprendre que vous étiez d'origine libanaise, donc je ne sais pas quel lien est-ce que vous avez avec cette culture-là, mais bon, moi qui ai grandi au Liban et en Arabie Saoudite, entre autres, on sait que dans le monde arabe, il y a aussi beaucoup de préjugés racistes. C'est une société très patriarcale et conservatrice aussi. Et est-ce que, en commençant votre carrière, vous avez dû aussi de votre côté déconstruire peut-être, je sais pas, des préjugés que vous aviez ou des choses? Est-ce que ça a été compliqué ou pas du tout? Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, je pense que c'est un processus de vie, quoi. De la manière dont j'ai grandi, tout un tas de trucs qu'on m'a mis dans la tête que j'ai pas choisi parce que je découvrais Planète Terre. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu même en le détachant du métier que je fais, ou peut-être qu'ils font aussi, juste en tant qu'être humain. Tu nais dans un contexte avec un système de valeurs, et puis quand tu jouis d'un certain privilège, tu peux te donner le temps de prendre un certain recul par rapport à ce système dans lequel tu vis, et puis décider à quel point tu es d'accord avec. Et après, tu as plus ou moins de pression. Parce qu'évidemment, tu vas avoir la pression des gens avec qui tu es lié, de ta famille, des traditions et tout. C'est vrai que c'est complexe, le Moyen-Orient généralement, et le Liban particulièrement. Enfin, tu sors de Beyrouth, ça n'a pas du tout les mêmes valeurs que, tu vois. Et moi, j'essaie de, je sais pas, bien sûr, j'essaie de travailler à avoir le regard le plus juste possible. Pour avoir le regard le plus juste possible, j'essaie d'écouter le plus de perspectives possibles sur la vie. Et après, de me dire, OK, le truc juste, il me paraît comme ça, tu vois. Donc, constamment, j'essaie d'affiner mon regard constamment vis-à-vis de tous les sujets que je maîtrise pas bien. J'essaie d'écouter des gens concernés et de raffiner, et en essayant d'attraper complètement ce qui a pu me construire dont j'ai pas conscience, parce que ça peut biaiser complètement ma manière d'écouter, ma manière de percevoir et tout. Donc, ouais, je dirais que c'est un processus constant. Je me demandais encore ce qu'on avait dit de la manière. J'essaie juste de synthétiser, mais juste j'ai un angle de je m'intéresse directement à mon sujet, je travaille mon sujet à fond, donc j'ai un angle qui est hyper aiguisé et je me renseigne à fond sur le sujet pour pas qu'il y ait une impasse, quoi. Même si pas avoir un texte hyper aiguisé et on se renseigne à fond sur le sujet. Il y avait l'angle de je rigole avec. Et donc, je ne rigole jamais ce que j'estime être la victime d'une situation. Donc, je me mets contre les oppresseurs et j'essayais de dégager d'autres angles. Comment faire? Là, on en est où? On a un sujet hyper aiguisé, on s'est inclus dedans, on ne parle pas à la place d'eux et on a des oppresseurs. Et pas même en ayant le sein, et tout le monde ne rigolera pas à ça. Essayer de dégager des manières. Comment faire pour rire? On a travaillé le sujet en amont, on s'est mis du bon côté. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas le but. Enfin, je pense que si tu vises un truc comme ça, c'est mort. De rire de tout? Non, c'est pas ça. Si tu vises vraiment réfléchir à comment faire rire, c'est mort. Enfin, écris ton truc, teste-le à des personnes. Enfin, je pense, tu vois. Effectivement, en fait, la légitimité de s'octroyer des sujets qui te concernent pas, c'est un sujet. Mais ça devrait pas c'est pas non plus pour moi, en tout cas, un frein.
Sinon, je fais rien parce que j'ai pas envie de faire de l'humour sur, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, de merde dont je me fous, qui m'intéresse pas, c'est forcément politique de toute façon. Donc, du coup, fais le truc, teste-le. Si quelqu'un te dit c'est problématique ou ça, c'est de la merde. Tout comme si toi, on te dit à la sortie du spectacle, ça, c'était le truc de la camisole. Et tu vois, il l'a pris en compte, c'est intéressant. Et c'est comme ça que du coup, t'évites. Ah, effectivement, j'avais pas pris en compte les problèmes de santé mentale, les gens qui ont tu vois, des trucs dans les HP qui sont maltraités. Enfin, en fait, il faut faire le truc pour le savoir. Donc, du coup, si tu réfléchis à l'avance, putain, je vais pas blesser si ça, bah, c'est mort. Effectivement, déjà, ce sera pas drôle. Donc, tester. Du coup, la manière de comment on a fait, on teste. Bah, moi, je pense qu'il faut tester. Alors après, tester IRL. Parce que tester sur les réseaux, ton truc, s'il est vraiment à chier, tu pourras le supprimer, tu auras peut-être un screen ou tu vois. Et bah après, ça dépend de ton niveau tu vois, de fame. Mais je sais que toi, si tu fais une grosse connerie, tu vois, bon, il peut supprimer, il y aura peut-être un screen, tu vois. Donc je pense qu'il faut le tester avec des personnes IRL, vraiment des personnes dans la vraie vie. C'est important aussi d'avoir un rapport. Bah tiens, je fais une vanne, je vais tenter, tu vois ce que tu disais sur personne qui voilà concernée, je vais tenter cette vanne d'une personne que voilà, je sais pas, trans, une personne, même une femme, enfin tu vois, et je vais la tester auprès d'une femme ou auprès d'une personne trans, elle va me dire elle-même non, ça c'est de la merde, tu vois. Moi j'ai ma femme, elle est noire et juive, bon bah il y a plein de vannes que tu vois que je teste avec elle avant, bah oui, et c'est une personne qui partage ma vie, et si elle avait pas été là, je sais qu'il y aurait plein de vannes que j'aurais laissé passer qui auraient été vraiment à chier. Elle est femme, noire et juive. C'est pratique pour. Dans mon cas, bon, je sais que pour eux, c'est un peu différent. Dans mon cas, parfois, c'est pas possible de les tester à l'avance. Ça veut dire que quand j'écris un papier, je dois écrire un papier. Quand je dois publier une vidéo, c'est une vidéo qui sort, c'est un reportage, c'est difficile de le tester. Mais c'est vrai que je rejoins un peu ce qu'on disait maintenant. Ça veut dire que je le teste pas dans la vraie vie avec des vraies personnes, peut-être, mais je suis vraiment, vraiment chiante. Ça veut dire que mon sujet, ça devient notre sujet à nous tous. Ça veut dire que je l'envoie à mes collègues, à mes chefs, à mon monteur, à ma mère, à mon père, à mes potes. Et tout le monde doit me dire ce qu'on en pense. Est-ce que c'est bien? Peut-être, mais même pour des trucs de compréhension. Véro, pourquoi tu as fait cette blague? C'est pas trop drôle. Pourquoi tu l'as fait là? On n'a pas encore compris le sujet. Et du coup, je change aussi un petit peu le sujet en fonction de ce qu'ils disent les personnes dont j'ai confiance. Ça, c'est un peu... voilà, je pense qu'en team, généralement, c'est toujours mieux que moi toute seule qui pense à un van et après, c'est que moi qui rigole et c'est un peu triste. J'ai rien de plus intéressant à dire. Rolé. Moi, je me posais la question, quand vous traitez un sujet d'actualité, est-ce que vous pensez qu'il faut se donner un délai avant de le traiter ou vous pouvez le traiter directement? Et dans les deux cas, qu'est-ce que ça changerait? Enfin, quand vous traitez un sujet d'actualité, par exemple un truc, moi j'ai en tête le drame de Crans-Montana par exemple. Ils ont fait un dessin rapidement derrière. Et est-ce que vous pensez qu'il faut réagir tout de suite, par exemple, à chaud sur des sujets comme ça, ou il faut se laisser un délai, comment dirais-je, pas de courtoisie, mais ouais. Encore une fois, je pense que ça dépend, c'est qui la cible, quoi. Dans ce fait d'actualité, tu vois. Cette une de Charlie Hebdo, c'est ça, hein, tu fais référence à ça. Bon, tu vois, c'est qui la cible de cette une? Moi, je trouve pas ça ouf, mais évidemment, c'est très subjectif. Moi, j'avoue que j'écris pas souvent sur des faits brûlants d'actualité. J'ai l'impression que c'est pas là où j'ai ma plus grande facilité. Souvent, j'aime bien dézoomer un peu parce que effectivement, on n'est pas expert de tout. Alors, si parfois ça va être un fait d'actualité ou c'est un truc que je connais bien et dont je peux m'emparer rapidement, ouais, je vais le faire. Mais sinon, ouais, moi, je suis plutôt parce que ça revient à ce truc de est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à dire, tu vois, et il se passe tellement de trucs, je peux pas toujours être pertinent. Mais bon, ça, c'est dans le domaine de l'humour et des chroniques humoristiques. Là, pour le coup, tu as vraiment toutes les écoles. Tu en as qui, quoi qu'il arrive, vont pouvoir trouver des angles. Je sais pas si peut-être vous avez plus d'infos, enfin une autre approche sur ça. Moi, évidemment, pour mon travail, je dois le traiter tout de suite, un sujet. C'est pas obligatoire, mais on va dire que c'est mieux de les traiter tout de suite, évidemment, parce qu'on est dans l'actualité. Du coup, on peut décider de retravailler un sujet plus en profondeur après quelques mois, faire plus une analyse. Ça peut être un reportage, un grand reportage de plusieurs minutes. Ou des papiers, plusieurs papiers si on parle de presse écrite. Voilà, on peut retravailler un sujet, mais c'est vrai que pour le travail qu'on a, on est obligé, c'est notre travail de se mettre à fond tout de suite sur un sujet. Et c'est vrai que c'est difficile
de trouver les bons angles, le travailler en profondeur et faire sortir un sujet tout de suite. C'est un peu, j'ai envie de dire, la difficulté de notre travail. Je pense que ça garde toutes les mêmes choses qu'on a dit avant, du coup les mêmes règles. La une à laquelle tu fais référence de Charlie Hebdo, je l'ai trouvée assez triste, j'ai envie de dire, et pour moi, c'est pas une bonne façon de rigoler de l'actualité parce que justement, ça ne développe pas la réflexion dont je parlais avant. Là, je trouve que c'est méchant, ça s'est moqué d'un fait très grave qui s'est passé. Et j'avoue, c'est pas la bonne façon pour moi de rigoler. Ou je peux prendre un autre exemple, les unes qui ont été faites, toujours de Charlie, sur Gisèle Pellico. Moi, en tant que femme, je n'ai pas rigolé à ça, mais c'est pas parce que c'est sorti tout de suite. Pour moi, c'est une approche que moi, je partage pas. Mais je trouve qu'on peut travailler sur un sujet tout de suite. On doit, parfois, mais on peut le faire bien. Après, justement, ton exemple, moi, je savais même pas. Hein, c'est Véronica qui vient de me. Après, c'est ça, tu vois. Mais en vrai, le dessin de presse, chez Charlie, je sais même pas si c'est un sujet maintenant, tu vois. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils savent même pas ce qu'ils font. C'est pour le coup vraiment l'humour de papa. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Enfin, est-ce que tu vois? Même, je trouve que les débats autour de chacune de leur couve n'a pas vraiment lieu d'être, dans le sens où on s'en bat les couilles de ce qu'ils font. Enfin, leur public, c'est pour même mon daron, il est plus Charlie. Enfin, tu vois, je veux dire, on s'en fout en fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement peut-être le sujet, enfin, je veux dire politique, que ça. Il y a encore des gens qui se marrent de ça, qui ont besoin de voir ça, et justement, je pense, qui sont vraiment promoteurs du on peut plus rire, tu vois, on peut plus rire de rien, on peut plus rien dire. Enfin, et on s'en fout de ces mecs-là. Enfin, ils vont pas tarder à crever en vrai. Donc, est-ce que c'est vraiment un sujet, tu vois? Alors, oui, tu vas me dire oui, puisqu'apparemment c'est encore là, ça va peut-être être, il y a encore du coup la brasse des fachos sont aux portes là de. Enfin, oui, peut-être pour ça. Mais moi justement, je pense qu'en faire un sujet à chaque couve, quand c'est une couve de merde, parce que là il y en a une autre encore après Transmontana, il y a eu un truc horrible encore là. Je sais même pas ce que c'est, mais à chaque fois c'est en mode regarde. Ah ouais, pour Loana. Enfin, bon, tu vois, ils ont fait un truc horrible. Et à chaque fois je suis là, mais on va pas en parler 3 jours, ça va encore leur faire vendre du papier. Enfin, donc voilà. C'est un truc à. Je pense, quand tu es dans la transgression un peu, ou l'envie de choquer, un peu comme ils ont pas mal ça, Charlie Hebdo, c'est pourquoi tu vas employer ce procédé qui est très émotionnel, quoi. On est tous, dès qu'il y a la transgression, un truc choquant, on est là, quoi, qu'est-ce qu'il a dit, quoi. Tu vois, c'est très ça attire beaucoup l'attention, mais à quel oh, allez, on lui donne le micro. Mais je pense que ça peut être un procédé utile en vrai, en humour, tu vois, parce qu'il est puissant. Mais qu'est-ce que tu fais exister derrière et tout, tu vois là, ça se trouve, ils auraient pu faire une blague qui aurait eu cette part un peu de, tu vois, de cruauté et tout, mais je sais pas, pour dénoncer le fait que ce bar, il était pas du tout aux normes avec leur vieux papier et tout. Enfin, tu vois, pour moi, il y a des combinaisons qui sont possibles, mais là, en fait, j'ai l'impression que c'était juste le choc, juste le plaisir du choc. Ça, bon, c'est un peu le niveau 1, voire moins 1 de l'humour finalement. Tu vois, c'est facile de choquer en soi. Pas très dur, quoi. Bien choqué, ouais. Ça, c'est plus challengeant, quoi. Parce que, bref, voilà. Oui, moi j'avais une question sur parce que le thème, donc c'est comment faire pour rire de. Et j'ai l'impression du coup on parle de ici et de maintenant, mais j'ai envie de vous demander si vous avez des choses intéressantes à dire sur comment on va faire pour rire de potentiellement après les élections l'année prochaine. Et c'est là où ton regard sur l'Italie, par exemple, ça me semble intéressant, même si ça me fait peur si ça change rien. Et peut-être vous avez des retours aussi de ce qui se passe aux États-Unis potentiellement, comment ils font là-bas pour rire de ou dans d'autres pays où c'est encore plus compliqué. Je sais pas, tu parlais tout à l'heure du Liban, que je connais pas du tout, mais Déjà, je pense que tu vois, moi très souvent je me dis à quel niveau la censure est réelle en fait. C'est-à-dire, peut-être à ce moment-là, elle sera plus concrète, sera plus évidente. Sur Meta, il y a 2-3 signes quand même. Alors certains associent ça au radicalisme de Zuckerberg récent là. Je sais pas. En fait, moi j'ai l'impression que la vraie censure, tu vois, moi je pense que ça sera à ce niveau-là. Quand tu verras que pour le coup, tu feras des vannes qui passeront plus du tout. Alors que ils continueront à faire passer des trucs de groupuscules extrêmes, tu vois. Enfin, ce qui est déjà un peu le cas, mais j'ai l'impression que c'est pas encore assez évident. Voilà. Peut-être je suis pas conscient, j'en sais rien. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça se jouera. Et du coup, sûrement sur les réseaux, encore une fois. De toute façon, ça se fait plus à la télé, ça se fait plus à la presse papier. Enfin, tu vois, la censure, tu la jauges sur les réseaux. Oui,
Je pense que c'est, par exemple, tu dis l'année prochaine, ça va être encore plus important de rire et de faire. C'est pour ça que pour moi, le projet de Narval est extrêmement intéressant, par exemple, parce que la satire politique, pour moi, elle a un pouvoir énorme. Et j'ai l'exemple justement de l'Italie, parce que bah, nous, j'ai l'impression que l'Italie a quelques années d'avance sur la France, là, niveau politique. Bon, après, on verra, on verra, on verra. Mais voilà, je vous souhaite rien. Mais voilà. Et en Italie, il faut savoir déjà qu'il n'y a pas une traduction de presse, de dessin de presse comme en France, ce que je trouve dommage. Mais on est généralement moins en we mind our business more. Ok, je trouve ça dommage. On fait moins de manifs, on fait moins de voilà. En France, je trouve que vous avez vraiment cet aspect d'engagement à fond et je trouve ça magnifique. Après, je trouve justement qu'il faut toujours rire et encore plus bosser, encore plus faire de l'humour, tant qu'on a évidemment la possibilité, parce que dans certains pays, c'est pas si facile. Hein. Il y a des collègues qui ont eu des problèmes, par exemple en Italie, en France, que je connais, parce que bah, tu fais une mauvaise blague et tu touches les mauvaises personnes, tu peux avoir des problèmes. Faut pas... Voilà. Faut faire gaffe à qui tu déranges. Mais je trouve que si tu déranges la bonne personne, tu peux avoir des problèmes toi, mais c'est là où ton travail a vraiment de la valeur. Et j'ai voulu ajouter une petite chose sur l'Italie. Même là qu'on n'a pas les dessins de presse comme en France, ça commence, il y a des choses, mais on n'a pas la tradition française. Il y a des symboles qui sont restés et qui ont énormément de pouvoir parce que c'est un truc qui traverse toutes les générations, toutes les personnes de droite à gauche, vraiment. J'ai fait un exemple, Mussolini, quand il a été tué, il a été pendu. Et du coup, souvent, dans les dessins de presse, Mussolini est représenté à l'envers. Mais non, en Italie, quand il y a un politicien qui est de droite ou à extrême droite, il y a des dessinateurs qui les font tête à l'envers. Ça, c'est un dessin normal, hein, mais tête à l'envers. En Italie, ça a un pouvoir énorme de faire réfléchir les gens. Tu es en train de rien dire. Tu fais un dessin, tout le tour. Et je trouve que c'est là le pouvoir du dessin satirique et du dessin des presses. Bon, déjà, c'est pas perdu, hein. 2027. On sait pas ce qui va se passer. Moi, je reste... bref, pour moi, c'est pas perdu. Mais dans tous les cas, bon, tant qu'on peut on va le faire, quoi. Tant qu'on peut le faire et même si on peut pas... Enfin, tu vois, quoi qu'il arrive, on va prendre la parole. On va voir ça sera plus ou moins facile de la prendre à certains endroits, peu importe ce qui se passe. Mais je crois que... Je sais pas, pardon, j'ai l'impression d'être en train de dire n'importe quoi. Mais ouais, enfin, en tout cas, moi, je suis avec cette énergie-là. J'ai toujours envie de pouvoir prendre la parole librement sur les trucs que je veux, peu importe les bâtons qui seront mis dans mes roues. Tant que j'ai l'énergie pour le faire, tu vois. Et en vrai, la riposte, l'émission où je fais les chroniques à Radio Nova, c'est vraiment un bon exemple de Hakim. On lui a mis 100 000 bâtons dans les roues quand il a commencé son émission à l'accuser. À chaque fois qu'il disait un mot, on disait qu'il était antisémite. Enfin, vraiment, ça a été infernal pour lancer l'émission. Ils se sont accrochés. Ça a pris beaucoup de temps. Et puis, en fait, à la force de leur travail et je pense du sérieux qu'ils mettent dans leurs sources, et des mea culpa qu'ils font les quelques fois où ils se sont trompés sur des infos, tu vois, et juste ils ont réussi à imposer ça, mais c'est pas du tout quelque chose qui partait avec le vent en poupe. Il a pu faire aucune promo, il devait être programmé à C'est à vous, on l'a déprogrammé, machin, mais juste il a cru par le taf qu'ils ont mis dedans et l'engouement du public. En fait, il y a un peu, enfin, c'est cool, comme tu dis, ça peut être un vrai contre-pouvoir il y a un peu ce qu'on veut faire exister médiatiquement. Et il y a, je sais pas, le cœur des gens. Et le cœur des gens, il peut être sensible à autre chose. Et la riposte, c'est typiquement à travers les réseaux sociaux que ça a commencé à prendre, quoi. Donc, et on peut pas dire que les réseaux sociaux méta, etc., ils soient exactement dans le sens du propos de la riposte, qui est une émission qui est très engagée à gauche. Donc, il faut essayer de le faire, quoi. Quoi qu'il arrive, on sait jamais, on peut avoir des surprises. Peu importe ce qui est dit un peu généralement. On ne sait jamais exactement ce qui existe entre nous dans une société. J'ai l'impression que c'est bien plus complexe que ce qu'on veut nous faire croire parfois. Il y a beaucoup plus de souffle et d'espoir, je pense, que parfois ce que j'ai l'impression qui existe médiatiquement, même s'il y a des énormes tensions et que c'est un peu la catastrophe, mais en vrai, je pense que c'est vraiment pas du tout perdu et vrai. Et pour répondre... C'est vrai que tu vois, par exemple, parfois j'écoute du stand-up, j'ai des amis arabophones qui font du stand-up en arabe ou enfin, libanais, syrien, soudanais aussi. Et bon, parfois c'est un peu triste. Tu sens qu'il y a un certain cynisme, mais c'est un peu différent parce que ouais, il y a un peu une impuissance, mais c'est un contexte assez différent, quoi. Ça fait
Tu vois, ça fait des années que ça fait un peu comme ça. Il y a eu un peu un souffle liban au moment de l'explosion en 2020 où il y a eu tout un mouvement citoyen et tout. Ah ouais, peut-être que ça serait intéressant que tu nous partages. Je sais pas si tu as vu de l'humour là-bas, parce que moi je l'ai vu en France. On est en train de terminer. Ah bon. On va rajouter 1h30. Désolé. Bref, non, pardon. Du coup, il me manque un peu d'infos pour parler de comment ça se passe là-bas vraiment. Mais moi, je ressens un peu ça parfois. Et j'avoue que ça me fait mal au cœur. Tu vois, je comprends, c'est un peu parce que le cynisme, je trouve ça toujours un peu triste quand c'est le seul, la finalité du propos. Je l'aime bien comme arme, le cynisme, mais comme finalité dans ce que tu racontes, ça me fait toujours mal au cœur. Parce que je trouve c'est triste de repartir avec juste une émotion cynique. Bref, c'est un autre. Et bien, sur ces beaux mots, on va terminer. Merci, on peut les applaudir. Merci encore. Vous pouvez retrouver Mathieu en spectacle et le Roi Borgne en spectacle à la Nouvelle Scène et en tournée. Le Roi Borgne sur les réseaux. Livio, on peut te retrouver sur les internets et en BD chez Delcourt. Ouais, et bientôt chez Morgan. Sur la techno et les musiques électroniques, sur les personnes invisibilisées de l'histoire des musiques électroniques. Trop bien. Et je pense que je vais t'appeler sur un prochain Cozy Lab. C'est écrit par Olympe 4000, pas par moi. C'est une productrice. Et Véronica, on te retrouve sur Narval, c'est ça? Exactement. Moi, je suis Véronica Gennari. Vous pouvez me trouver sur les réseaux, où vous voulez. Contactez-moi. Et Narval, je dis tout simplement qu'on fait une soirée des lancements de récolte fonds parce que c'est difficile en tant que média indépendant. C'est le 1er juin, du coup, notez la date et vous pouvez trouver Narval sur les réseaux, sur le site internet. Sinon, vous venez me voir. Je suis très contente de parler avec vous. Eh bien, merci. On peut encore les applaudir. Vous pouvez retrouver cette discussion en podcast. Pour ceux qui écoutent déjà en podcast, c'est l'info et 2 fois la même. Et ce sera sur les réseaux du Le Cozy Lab. Le Cozy Lab, c'est LECOSYLAB. Vous pouvez suivre sur les réseaux, sur Insta et sur toutes les plateformes de podcast pour réécouter toutes les discussions d'aujourd'hui et de demain aussi au Festival des médias indépendants. Merci encore à vous. Il y a un livre d'or aussi si vous voulez écrire des trucs. Et bonne soirée à vous. Le Cozy Lab, c'est des discussions à écouter partout dans toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Rejoignez-nous aussi sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous.